Bonjour tout le monde, bienvenue à ma présentation sur le multijoueur en ligne. Je m'appelle Elias Farhan, donc on va commencer. Euh, pour commencer, juste petit disclaimer, l'IA générative n'a pas du tout été utilisée pour cette présentation. Hein, je n'ai rien forcément contre ça, à part peut-être les images que je trouve un peu moches. Mais tout le code que vous allez voir, c'est du code que j'ai fait moi, quoi. Au sommaire aujourd'hui, je vais juste me présenter au début. On va voir pourquoi c'est dur de faire du multijoueur en ligne. On va parler de simulation déterministe. On va parler du rollback. On va aller dans le détail de l'implémentation de deux jeux sur lesquels j'ai travaillé. Et on va parler de débugage aussi de ce genre de système. Mais je vais d'abord commencer par me présenter. Bonjour, je m'appelle Elias Farhan. Je suis le head à la section Games Programming à la SAE Institut à Genève, en Suisse. Moi, j'habite à Lausanne. Donc, je pense que vous avez dû remarquer peut-être à mon accent. Vous excuserez les 80 et quelques expressions de temps en temps. Je suis aussi le cofondateur du studio indé Team Quaqua, qui est basé à Lausanne. Co-organisateur du meet-up des développeurs de jeux vidéo en Suisse romande, tous les deuxièmes mercredis du mois au Quert, si vous venez une fois à Lausanne. Et je suis aussi, depuis assez récemment, à peu près une demi-année, développeur chez Six Impossible Things Before Breakfast. Et je vais dire Six IT pour me faciliter la vie, bien évidemment. En tant qu'enseignant, donc un tiers de ma vie, on dira, j'ai le privilège de pouvoir travailler sur des technologies, sur des expériences, des moteurs de jeu, sans avoir de clients et de deadline. Ça, c'est cool. Des fois, c'est les pauvres étudiants qui doivent le supporter. Et après, ces technologies, je peux les réutiliser dans mes jeux chez Team Quaqua ou comme support de cours à la SE Institut. Donc, moi, je vis ma meilleure vie. Et je vais commencer par présenter le jeu Splash Blast Panic sur lequel j'avais travaillé, qui était sorti en 2018 sur Steam, Xbox One, PS4, Nintendo Switch. C'est un jeu local, multijoueur, avec des mouvements basés sur la physique, des personnages cartoonesques comme vous pouvez voir, du jetpack, du pistolet à eau, quelque chose de bien rapide. Et ça va être important pour la suite. Et si vous avez été bien attentif, Splash Blast Panic, c'est un jeu local multijoueur. Le problème, c'est que, donc c'était aussi le premier jeu que je faisais sur Unity, le jeu final n'a pas de multijoueur en ligne. On a essayé de l'implémenter, vu qu'on était sur Unity avec Photompon à l'époque, sans succès. Et j'espère que vous pourrez aussi apprendre de nos erreurs. Et quand je parle de la mauvaise manière de faire un jeu multijoueur rapide, c'est de un peu mélanger tous les états qu'on pourrait avoir dans un jeu. Donc le petit détail pour le code que vous voyez ici, le dash et le stomp, c'est la même action. C'est juste que d'abord ça s'appelait un dash, ensuite c'est devenu un stomp et que j'ai pas renommé les vieilles variables. Donc j'étais le seul à travailler sur le projet, donc c'était pas la fin du monde. Mais le gros problème qu'il y avait sur Splash Blast Panic, c'était de considérer le personnage jouable comme un objet de gameplay, un objet physique, un objet graphique et sonore. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire assez souvent parce que ça marche sans problème en local. De toute façon, c'est même presque plus pratique souvent. Et donc, le mode d'emploi un peu de faire un jeu multi qui ne marchera pas en ligne, c'est de commencer par faire un jeu local multijoueur. On mélange un peu tous ces états, de travailler pendant 1 an de développement dessus, comme ça vous avez une bonne dette technique et ça vous empêche beaucoup de bien vouloir tout retoucher là-dedans, et essayer de le faire marcher en ligne en faisant des interpolations, extrapolations des états, en essayant de bidouiller un peu votre en ligne, et puis rater lamentablement, parce que le jeu est injouable en ligne, même avec des conditions complètement basiques. Donc voilà. Et moi, mon projet de l'été passé, pour la CPPCon 2024, ça a été de réimplémenter le jeu qu'on avait sorti en 2018, mais en C++. Donc j'ai fait une version qui marchait en ligne, donc en essayant d'appliquer les meilleures pratiques. J'ai fait donc le port aussi Switch pour tester avec 2 sets d'architecture différents. Le code de la version PC, bien évidemment, est disponible complètement en ligne. Je vous ai mis à la fin les répertoires. Aussi, vous allez avoir à la fin le lien pour les slides. Donc vous n'avez pas besoin de vite prendre une photo ou vite prendre des notes au pire des cas. Donc c'était une chouette petite expérience d'implémenter ça. Et j'ai pu le tester avec le joueur. Donc c'était assez fun d'avoir le jeu de 2018, mais qui marche en ligne d'un coup, pas sur le même ordi. Enfin. Bon, qui pense que faire un jeu multijoueur en ligne qui va assez vite est facile?
Bon, parfait. Ça fait 0 personne littéralement dans l'audience. Mais en fait, c'est pourquoi c'est si dur que ça. Alors certains développeurs et développeuses vont même avoir peur de parler de ça, tellement ça cristallise beaucoup d'émotions. Quand on parle de jeux rapides, je vais essayer de vraiment me focaliser sur des jeux de combat, par exemple, des FPS ou des jeux de football avec des voitures. En gros, des jeux où il y a de la physique et ça va vite. Et que le jeu doit réagir tout de suite. Donc un des premiers points de la difficulté de faire ce genre de jeu, c'est la latence du réseau. Donc si on va un peu dans le détail de ça, déjà il y a le délai de propagation. Quand vous allez envoyer une information sur Internet pour aller d'un point A à un point B, il y a la limitation due à la vitesse de la lumière. On ne peut pas aller plus vite. On n'a pas des ordis avec des particules quantiques qui peuvent être des deux côtés de la galaxie et bouger en même temps. On n'est pas encore à ça. Donc désolé, c'est encore une limitation. On a le délai du traitement, c'est-à-dire que votre paquet, quand il va traverser le il va toucher des nœuds dans ce réseau, et chacun de ces nœuds doit décider où le paquet va être dirigé. Donc c'est pas un énorme délai, bien sûr, mais ça s'ajoute au délai d'attente. Le délai d'attente, c'est que vous n'êtes pas le seul paquet sur Internet. Vous avez votre voisine qui est sur Netflix, etc. Tous ces paquets vont aussi devoir passer à travers le réseau. Donc votre paquet, des fois, il doit attendre dans une file d'attente sur chacun de ces nœuds sur le réseau. Et puis le dernier, c'est malheureusement, on n'envoie pas des photons comme information, on envoie une certaine quantité d'informations. Vous avez une bande passante, selon la quantité de bande passante que vous avez, ça a un délai qui se rajoute parce qu'on doit attendre que toute l'information soit envoyée. Donc tous ces délais s'accumulent pour fermer la latence. C'est le temps que va prendre un paquet d'aller d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'on doit aussi attendre sur les inputs des autres joueurs et joueuses qui sont en train de jouer en même temps que nous. On ne peut pas avoir, comme en local multijoueur, l'assumption que tout est instantané. Malheureusement, ce délai, il est trop grand pour être évité. Donc, en d'autres mots, c'est comme si on travaillait avec des inputs du passé. C'est-à-dire comme quand on regarde une étoile dans le ciel qui a des années-lumière, on la voit à des années. La lumière, elle a pris des années pour venir jusqu'à nous. Nous, c'est la même chose. Bon, peut-être pas des années. Quoique. Donc nous, localement, on est à la frame actuelle. Et je vais définir un peu plus tard ce que ça veut dire que cette frame, mais en gros, cette ligne rouge, frame actuel local, c'est comme si on était en local multijoueur, quoi. Donc ça, c'est l'état où on est maintenant. Mais on n'a que les inputs confirmés de tous les autres joueurs-joueuses à la dernière frame confirmée. C'est possible qu'on ait des inputs de certaines personnes en particulier qui sont un peu plus récentes, mais la frame où on a les inputs de tout le monde et c'est bon, on a un état confirmé, c'est cette ligne bleue. Et en fait, cette fenêtre de temps, c'est ça qui rend tout difficile dans un jeu multijoueur en ligne. Une autre problématique, en fait, qu'on n'a pas en local multijoueur, c'est quelles données, quelle data je vais envoyer aux autres joueurs. Est-ce que j'envoie les positions, vélocité, les inputs, les events. Et en fait, cette problématique, que certains vont nommer comme netcode, est-ce qu'on doit envoyer tout l'état interne du jeu aussi ? Bien évidemment, notre but, c'est limiter la quantité d'informations qu'on envoie sur le réseau. Là, je vais simplifier beaucoup de choses parce que pas mal de ces choses, ça pourrait être des talks entiers de 45 minutes. Du moment que vous avez une simulation déterministe, tout va être beaucoup plus facile en réseau. Mais déjà, d'avoir une simulation déterministe, c'est pas si facile, on va voir ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire une simulation déterministe ? C'est-à-dire qu'avec un même état, donc vous prenez votre code, vous l'avez compilé, les valeurs, elles sont hard-codées dans le code ou dans des fichiers JSON ou je ne sais quoi. Vous commencez au même état initial, que vous soyez sur une Nintendo Switch qui a un set d'architecture en ARM ou sur votre PC qui est en x86 64, j'ose l'espérer. Et vous allez faire un tick, une update des deux côtés, et les bits d'information vont être exactement les mêmes. C'est vraiment au bit près, c'est important. Il y a un bit qui est différent, elle n'est pas déterministe. Avec les mêmes inputs, vous avez le même état final. Et en fait, donc là je résume assez vite, et il y a des raisons pour ça, mais avec une simulation déterministe, donc spécifiquement pour le gameplay / la physique, on n'a principalement besoin que d'envoyer les inputs. Parce qu'en fait, si j'envoie les mêmes inputs à tout le monde et que la simulation est déterministe, je considère que tout le monde a le même résultat, et donc je n'ai pas besoin d'envoyer ce résultat à tout le monde pour pouvoir corriger certaines choses. Et ça, on va aller voir tout ça dans le détail. Et ça, c'est déjà utilisé dans
depuis très longtemps, hein, des jeux comme Age of Empires utilisent ce qu'on appelle le lockstep déterministe. Et en gros, l'idée, dans Age of Empires, hein, vous vous demandiez comment un jeu avec autant d'entités pouvait marcher à l'époque de l'Internet, avec les modems qui faisaient des jolis petits bruits, c'est qu'ils envoyaient que les inputs / les commandes, hein, de ce que faisait le joueur. Ces unités-là vont à ce point-là, etc. etc. Par contre, ce qui se passe avec Age of Empires, c'est que le jeu, il attend les inputs de tous les autres joueurs-joueuses, avant d'avancer la simulation. Alors techniquement, il n'attend pas à la frame même, il y a 3 frames avant. Donc c'est pour ça que vous aviez toujours un espèce de délai quand vous faisiez vos commandes sur Age of Empires, pour ceux qui se rappellent. En plus, c'était un délai qui était dynamique, c'est-à-dire que si votre connexion n'était pas très bonne, localement, vous voyez que votre input prenait presque une demi-seconde pour s'appliquer. C'était pas si grave que ça pour un jeu comme Age of Empires, mais cette technique-là s'appelle le lockstep déterministe. Par contre, le problème, c'est qu'on doit toujours attendre sur les inputs des autres. Et ça marche pour Age of Empires, ça marche pas pour Splash Blast Panic ou d'autres jeux sur lesquels je travaille. Et nous, on veut pas devoir attendre sur les inputs, on veut les appliquer tout de suite, quoi. On veut limiter la latence de l'input. Et donc c'est là où entre en jeu le rollback. Donc le rollback qui s'appelait à l'époque, le premier nom c'était GGPO ou JGPO en anglais, c'est une technique qui permet d'extrapoler la simulation en prédisant les inputs, et au cas où on a mal prédit les inputs, eh ben, on revient en arrière dans la simulation. C'est utilisé dans des jeux comme Injustice 2, Overwatch, Rocket League, Rival of Ether, et c'est très très utile pour des jeux qui sont rapides, mais qui n'ont pas trop d'entités. Hein. Donc, c'est pas la meilleure technique pour un FPS, un RTS, par exemple. Les FPS ont des techniques encore très particulières, donc je les mets aussi un petit peu en dehors selon le genre de FPS que vous faites. Mais comment fonctionne la prédiction de ces inputs ? Disons, les derniers inputs que vous avez reçus d'un autre joueur-joueuse, un bouton qui est appuyé. Ce qu'on va dire, c'est que la frame d'après, le bouton est toujours appuyé. Et la frame d'après aussi, etc., etc. On va juste répliquer les derniers inputs. Cette simple assumption, elle marche la plupart du temps, et on ne doit pas attendre comme en lockstep déterministe. Sauf que, bien évidemment, je pense que vous avez deviné, il y a peut-être des fois les petits 10% de temps où ce n'est pas le cas, où le joueur, la joueuse a changé son input. Fort heureusement, ça n'arrive pas à chaque frame. Les personnes n'appuient et changent ses inputs à chaque frame. Mais dans le cas où l'input a changé, vous avez ce qui s'appelle, ce que je vais nommer une misprédiction. Donc c'est le terme anglais qui est anglicisé, vous excuserez mon anglicisme, mais c'est quand même pour me faciliter la vie. Et donc, ce que vous allez faire en cas de misprédiction, vous allez faire ce rollback. Donc, vous allez avoir deux copies de l'état du jeu. Quand je parle de l'état du jeu, ce n'est pas forcément les graphismes, etc. C'est vraiment l'état du jeu, l'état gameplay du jeu, physique du jeu. Vous allez revenir en arrière, vous allez copier un état, l'état actuel. Vous allez copier dans l'état actuel l'état qui est confirmé, où vous savez que tout le monde est au même niveau. Et vous allez resimuler chacune de ces petites frames, mais en mettant les nouveaux inputs cette fois-ci. Et c'est pour ça que c'est important que cet état soit le plus petit possible, vu qu'on va, faire un assez grand rollback, selon la fréquence que vous allez. Bon, maintenant on va ouvrir le capot, puis on va aller regarder le détail de l'implémentation, maintenant qu'on a une petite idée de ce que c'est que ce rollback. Et on va commencer par comprendre que cet état interne, cet état physique, cet état qu'on va vouloir, ou sur lequel on va vouloir faire un rollback, ce n'est pas le même que l'état graphique. Simplement, sur un jeu 2D, pour ceux qui auraient fait des jeux 2D, dans le moteur physique, vous travaillez en mètres, puis ce que vous avez sur l'écran, c'est des pixels. Donc déjà, vous n'êtes pas sur les mêmes unités de mesure. Mais ce que vous voyez sur l'écran n'est pas forcément la même chose que l'état qui est sur le processeur, sur la RAM en train de tourner. Un des meilleurs exemples pour l'illustrer, c'est Super Mario 64. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà la vidéo, mais il y a un fait un peu particulier où la physique dans Super Mario 64 utilise des nombres entiers en short, alors que les graphismes utilisent des nombres flottants, enfin des nombres à virgule flottante. Et ceux-là, ils vont bien nous amuser après les nombres à virgule flottante. Et en fait, cette situation où vous avez des shorts pour la physique et des flottants pour les graphismes, c'est qu'en fait, si par hasard,
Mario allait très 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 vite, au point où il pourrait dépasser le range des nombres short, bah, il se retrouverait dans un univers physique parallèle, donc qui est la même copie du niveau sur lequel vous êtes en train de jouer. Mais bon, bah, la caméra, elle vous se tournerait très très loin là-bas. Et ça crée justement un exploit que les speedrunners peuvent utiliser, par exemple, pour finir Super Mario 64 en sautant le moins de fois possible. Pourquoi? Ça, c'est une autre question, mais la vidéo est super intéressante, n'hésitez pas à aller la checker. Et donc, si on regarde de manière un peu plus haut notre système, à quoi il devrait ressembler, en termes d'architecture système, ça peut être intéressant de se rapprocher de quelque chose comme le MVC, donc Model View Controller. Le contrôleur, ce serait les inputs des joueurs et des joueuses, que ce soit les inputs locaux ou les inputs qui viennent du réseau. La partie modèle, ce serait justement cette partie qu'on va essayer de rendre très efficace, très petite, qui va pouvoir faire le rollback, par exemple. Donc ça va être l'état du jeu interne. Typiquement, ce serait que la gameplay et la physique. Vous pourriez avoir les états d'animation si vous avez un jeu qui est très sensible à l'animation et que vous avez vraiment besoin d'avoir quelque chose de précis. Mettez pas l'animateur d'Unity dedans, s'il vous plaît. Et la view, ça va être vraiment la partie sonore et graphique du jeu qui n'a pas besoin d'être déterministe. Et avec une architecture comme ça, donc si je continue avec la view, en fait la view, ce qu'elle fait, c'est que lire le modèle, appliquer les changements qu'il y a dans le modèle et afficher ça. Si vous arrivez à appliquer ça avec vos systèmes de jeu et puis vos différents systèmes de votre logiciel, bah en fait, vous allez avoir le même code gameplay et le même code pour la view, que ce soit en local multijoueur et en online multijoueur. Sur le jeu sur lequel je travaille, c'est ce que je fais. Et c'est tellement mieux que d'avoir deux codes différents. Je parlais de frame au tout début. Ce qui est important, hein, vu que déjà l'état interne, on avait dit que c'était pas la même chose que la view, c'est aussi de libérer, d'avoir ce fixed time step. Donc pour ceux qui travaillent sur Unity, ce sera votre fixed update, par exemple. Si vous faites votre propre moteur, c'est vous qui devez le faire. Hein. En gros, ici, dans ce code-là, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque tick graphique, vous allez faire autant de ticks physiques nécessaires. Par exemple, votre jeu, vous êtes à 120 Hz et vous voulez que votre physique elle tourne à 60 Hz. Et ben à chaque un tick sur deux graphiques, vous allez faire un tick physique. Même chose dans l'autre sens, si vous avez un écran 30 Hz parce que vous vivez il y a 20 ans en arrière, vous allez vouloir faire deux ticks de la physique pour chaque tick graphique. C'est important de séparer le tick graphique du tick physique parce que en fait, pas tout le monde a le même taux de rafraîchissement de l'écran. Donc si vous dépendez du taux de rafraîchissement de l'écran, bonne chance. Par contre, si vous faites gaffe avec l'implémentation que je vous montre, c'est que c'est une feedback loop négative, dans le sens où si votre tick physique est plus lent que votre tick graphique, à chaque tick, vous allez vouloir faire plus de ticks et jusqu'à ce que le jeu s'arrête, parce que vous devez faire 100 ticks sur une frame, et ça ne va pas le faire. Donc faites juste attention avec ça, de ne pas forcément vouloir rattraper le temps perdu selon le jeu que vous avez. Il faut regarder avec votre minimum requirement, bien sûr. Et le choix de ce delta temps qui est fixe, ça dépend de la précision que vous souhaitez pour votre jeu. Si vous avez un jeu très physique, vous voulez peut-être qu'il soit assez court. Après, n'oubliez pas que plus il est court, plus vous allez envoyer de données sur le réseau. Donc, il y a des ajustements à faire à ce niveau-là. Et donc, maintenant qu'on a un delta temps qui est fixe, c'est-à-dire qu'on peut séquencer chacune des frames avec un nombre entier. Et ça, c'est tellement plus facile. C'est-à-dire que plutôt que de dire je suis à 10,42 secondes, vous allez dire je suis à la frame 542, tout le monde se comprend, tout le monde sait que c'est le même delta temps qui est fixe, et c'est extrêmement pratique. Qu'est-ce qui se passe dans ce tick physique? Vous allez prendre les inputs locaux, c'est ce que vous faites déjà dans votre jeu local multijoueur. Vous allez prendre les inputs qui viennent du réseau, donc selon vous allez avoir un network manager. Je ne vais pas forcément aller trop dans le détail de ça, mais vous allez recevoir plein d'inputs de tout le monde, c'est super. Et en gros, vous allez regarder avec ces inputs qui viennent du réseau si votre état du jeu il est dirty. Dirty, ça veut dire qu'en fait, vous aviez prédit qu'il y aurait ces inputs-là. Il y a une modification, l'état est dirty. Si c'est le cas, vous faites un rollback. Sinon, vous faites rien. Si c'est pas dirty, rien besoin de faire. Et dans les deux cas, vous faites un tick, vous avancez d'un cran
avec vos systèmes de jeu internes. Du moment que vous avez fait ça, il faut envoyer les inputs locaux sur le réseau, comme ça les autres, ils ont le droit d'en profiter aussi. Et on va vouloir avoir une confirmation du réseau, donc ça c'est quelque chose de très spécifique qu'on va voir après. Ce rollback input manager, en gros, c'est un peu une structure particulière qui va être responsable de stocker, de charger, de répliquer les inputs si nécessaire. En gros, quand vous allez recevoir des inputs du réseau, vous le mettez dans ce rollback input manager et c'est lui qui va vous dire c'est dirty ou pas, quoi. En gros, est-ce que c'était le même que ce que j'avais dans mon gros tableau. Moi, ce que j'ai fait dans le jeu sur lequel je travaille, Beach Lab, dont je vous parle un petit peu après, et puis Splash Online, c'est que j'ai tous les inputs de la partie. C'est-à-dire j'ai réservé en mémoire pour tous les inputs de la partie. C'est assez petit comme taille, je suis dans l'ordre du kilo-octet, donc c'est pas la fin du monde avec les gigas qu'on a en RAM. Et ça me permet de faire des replays, ça me permet de faire plein de trucs bien rigolos. Donc vous allouez assez de place pour tous les inputs de votre partie. Vous savez, moi par exemple, sur Beach Lab, le jeu sur lequel je travaille, je sais que c'est 1 minute 30. Donc j'ai 1 minute 30 à 50 Hz, 50 fois 90, et le nombre, la taille des inputs, vous allouez ça, et puis vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. À quoi ressemble ce rollback dont je parle depuis le début? En fait, le code est assez simple, vu qu'il est sur une slide. Donc si l'état il est dirty, on va devoir faire ce rollback. Donc s'il y a une misprédiction des inputs, on va copier l'état de la dernière frame confirmée depuis le rollback manager. Donc c'est-à-dire que moi j'ai toujours une copie de la copie actuelle, et puis celle-là, elle est un peu dynamique, vu que je la fais avancer, reculer au fur et à mesure. Donc cette copie-là, j'ai une fonction rollback dedans, je lui donne l'état que j'ai gardé, qui est l'état confirmé, on copie tout ça là-dedans. Ensuite, pour chacune des frames, dans ce delta temps de frame dont je parlais déjà depuis le début, donc ça veut dire ici, je fais la différence entre la frame où je suis, la dernière frame confirmée. Ça va faire un certain nombre de fois ce rollback, c'était chacune des petites frames à simuler. On prend les inputs qui sont dans ce input manager, on le donne au système, on fait un tick, et à la fin, le système n'est pas dirty. Donc vraiment quelque chose d'assez simple. Maintenant, ce que vous devriez vous dire, c'est OK, mais qu'est-ce que je fais dans ce rollback from? Une copie, c'est tout. Si vous avez fait à peu près correctement votre architecture, et on va voir ça, en termes des sous-systèmes de jeu, vous avez juste un tableau qui doit être copié. C'est un même copie, et puis c'est tout, quoi. Par contre, si vous êtes amusé à faire une jolie architecture en OOP avec des pointeurs dans tous les sens, vous avez quelque chose qui est difficile à copier dans ce genre de cas. Donc le rollback va être très très fun et très difficile à sérialiser aussi. Donc si vous voulez avoir un système de replay où vous voulez d'un coup, je sais pas, vous avez un événement en particulier, comme dans Mario Kart, où il y a un moment où, je sais pas, Luigi vous fait un mauvais regard, assez de frames en particulier. Si vous avez sérialisé assez facilement votre frame, hop, vous pouvez juste reprendre l'état tel quel, et puis l'afficher. Bonne chance avec des pointeurs dans tous les sens, etc., quoi. Et de nouveau, c'est cette idée d'avoir un personnage jouable qui est un objet de gameplay physique, graphique et audio. Je le dis aussi souvent à mes étudiants, c'est pas très compliqué de faire une classe player character pour le gameplay, player physics, player view et player sound. Enfin, player view, player sound, souvent je les mets ensemble, mais c'est juste 3 classes avec des données différentes, et ils représentent ces différentes classes le même objet dans notre modèle conceptuel en tant qu'être humain pour un game designer, mais pour votre implémentation pour le rollback, c'est beaucoup plus facile de diviser ces différentes parties. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui est ECS-like. Donc il y a 2 ans, sur mon talk à la Donne, on m'avait posé la question sur mon point de vue sur l'ECS. Alors moi, je ne suis pas un extrémiste de l'ECS, mais c'est cette idée de se concentrer sur les données comme des structures C qui sont facilement copiables pour un jeu en réseau. En gros, l'ECS, c'est Entity Component System, c'est un pattern d'architecture logicielle. Les components, ce sont des structures C, donc vous avez juste les données, c'est un POD, un Plain Old Data type de structure. Les entités, ça va être des indices dans des tableaux de componentes, ça veut dire que vous avez plein de player caractères, l'indice 2 permet de dire c'est le player caractère 3.
Et les systèmes, c'est juste des processus qui vont travailler sur plusieurs types de composants à la fois. Vous pouvez décider de stocker ou pas les composants dedans. Moi, je les stocke dedans parce que j'ai d'autres choses à faire que de m'amuser à faire un manager de composants de je ne sais quoi. En gros, le point à prendre, c'est que vous voulez avoir un manager de player caractère, manager de bombes, manager d'items, etc., plutôt qu'un script item et plein de ces petits scripts dans votre scène et puis que vous allez devoir chercher à chaque fois. Donc à quoi ça ressemble dans Splash Online? Donc Splash Online, vu que c'est un prototype, il n'y a pas beaucoup d'états finalement. Vous avez le player manager, vous avez player caractère, c'est tout l'état gameplay. Player physique, c'est tous les liens vers le moteur physique. Player input, c'est les inputs des différents personnages. J'ai des boulettes, parce que on tire des boulettes d'eau, je les appelais Wata boulettes avant, mais en gros, de nouveau, leur état physique, etc. J'ai un moteur physique qui est le mien, que j'ai implémenté moi-même, où j'ai mes buddies, mes colliders, etc., et qui est très facilement copiable aussi, ça c'est important, du moment que vous voulez avoir de la physique, on va en parler de l'état physique après. Le quadri, il est pas très important ici parce qu'il est temporaire. Sur Beach Slap, l'autre jeu sur lequel je travaille, qui est un peu plus de développement, il y a plus de patatras dedans. Mais de nouveau, j'ai plein de ces petits managers, strictement en termes de gameplay. Chacun de ces managers, au niveau de la view, a un réciproque pour pouvoir l'afficher sur l'écran, jouer les sons, etc. Mais eux, ils n'ont aucune idée qu'ils se font afficher sur l'écran. Vous avez de nouveau tout ce patatras. La structure body, elle est présente dans plein de ces différentes structures. En gros, c'est juste l'état du mouvement, de la position, c'est la définition un peu physique de chacun de ces objets. Parce qu'en fait, spécifiquement sur ces différents jeux, toute la notion de moteur physique pour votre jeu, si vous faites un jeu online multijoueur, le premier conseil que je vous donne, c'est n'utilisez pas de moteur physique. Implémentez tout vous-même à la main, parce que ça va être d'autant plus facile à faire le rollback de ces données. Donc c'est ce que je fais sur Beach Slap, le jeu que je travaille, où ce sont des pingouins qui se donnent des baffes à la plage. Mais par exemple, le pingouin, quand il va d'une case à l'autre, c'est juste qu'il lance, il se met dans l'état « je suis en train de bouger », il y a le origin pose, target pose, j'ai un timer qui a un certain temps. Selon le ratio de ce timer, je peux l'afficher à un certain endroit, mais il n'y a pas de moteur physique. Je n'ai pas besoin juste à checker est-ce que les pingouins sont à cette position ou pas. Pour Splash Online, le jeu que vous avez montré au début, je suis quand même un peu obligé, faites votre propre moteur physique. C'est clair que c'est pas le truc qu'on a envie d'entendre, mais du moment que vous faites votre propre moteur physique avec la copie interne de l'état, pas comme Box 2D, malheureusement Box 2D, la version 3 qui est sortie il y a quelques mois, si je me rappelle bien, est déterministe, mais n'a pas de copie interne. On ne peut pas revenir en arrière très facilement avec Box 2D. Ça, c'est vraiment dommage. Rocket League, ils ont pris Bullet 3 et ils ont réimplémenté pour avoir leur version où ils pouvaient implémenter ça. Un point qui est important quand vous avez un moteur physique ou quoi que ce soit qui va retourner une référence ou une classe, utilisez des index plutôt que des pointeurs. Parce que si vous avez deux systèmes différents qui pointent sur des ressources, elles vont pointer sur des ressources qui sont à différents endroits en mémoire. Donc les valeurs des pointeurs ne vont pas être les mêmes, alors que les indices le seront. Donc si par exemple vous avez, comme ici, mon moteur physique, je vais créer 3 body 0, body 1, body 2, sur l'autre manager, quand je vais créer ces 3 bodies, ça va être de nouveau body 0, 1, 2. Les mêmes valeurs, c'est parfait, c'est déterministe. En mémoire, je pense que vous pouvez deviner que ce ne sera pas la même valeur de pointeur. Donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, la slide du fun. Donc ça, c'est dans la boîte où je travaille, 60 Possible Things Before Breakfast. C'est 60 Possible Things, c'est 6 choses qui sont considérées comme impossibles dans l'industrie. Et une de ces choses, c'est le déterminisme des nombres flottants. Donc, le truc, et cette slide, ça pourrait être toute une conférence de 2 heures, au cas où. Donc je voulais vraiment aller assez vite dessus. D'ailleurs, ma boss, Sherry Gnashenko, a donné un talk à la CPPCon l'année passée spécifiquement sur ce point-là, donc n'hésitez pas à aller checker. Mais nous, les game devs, on adore les floats.
C'est des nombres à virgule, ça va super vite sur le CPU, ça se simdit dans tous les sens, on peut afficher plein de trucs sur l'écran, c'est génial. Mais pour le déterminisme, ça marche un peu moins bien. En gros, il y a 3 domaines où il faut regarder quand on parle de déterminisme. Le premier, c'est les CPU. Alors, fort heureusement, les CPU modernes et les microcontrôleurs ont des instructions conformes au standard IEEE 754 qui définit ce que c'est qu'un nombre flottant et qui est réutilisé dans le standard C++ aussi, au moins pour les 4 opérations de base, l'addition, soustraction, multiplication et division. Ça, c'est ça. Si vous vous amusez à utiliser des instructions x87 sur votre processeur x86, c'est votre problème. Le compilateur. C'est là où le bas un peu blesse. Selon les flags que vous utilisez, selon les optimisations qui sont faites par le compilateur, les résultats d'un set d'architecture à un autre, d'un compilateur à un autre, ne va pas être le même. Et malheureusement, le compilateur, c'est quand même un outil qu'on aime bien utiliser, quoi. Et le point principal, c'est les instructions FMAD. Parce qu'en fait, vos nombres à virgule flottantes, ce sont des approximations d'un nombre à virgule. Ça veut dire que quand vous allez faire une opération, vous allez avoir une perte d'informations. Et en fait, FMAD, c'est l'instruction qui fait multiplication-addition. C'est une instruction qui est vraiment très utile quand vous faites un produit scalaire, par exemple, parce que vous faites plein de multiplication-addition, multiplication-addition. Si on arrive à compacter ça dans plein de petites instructions assez rapides, c'est vraiment chouette. Le problème, c'est quand vous faites un FMAD, vous êtes censé faire une multiplication et une addition qui seraient 2 pertes d'informations pour des instructions classiques. Mais avec FMAD, ce n'est qu'une seule perte d'informations, donc le résultat ne va pas être le même. Et donc si vous avez une version qui a FMAD, puis disons maintenant vous faites votre jeu sur Switch, et la Switch, le set d'instructions n'a pas une instruction FMAD, le résultat ne sera pas le même. Puis là vous me dites, bon bah ok, j'utilise tout le temps le même compilateur, et ça c'est pas possible. Parce que vous faites votre jeu sur Steam, c'est bon, vous avez le même compilateur. Puis maintenant vous devez faire un jeu Switch. Ok, c'est une version de Clang particulière, mais je vais utiliser la même version en utilisant la bonne version de Visual Studio qui utilise cette version de Clang. J'ai la bonne chance pour faire marcher ça correctement. Ok, sauf que maintenant je dois faire mon port Xbox, et ça c'est MSVC, et c'est tout. Donc voilà, de toute façon vous allez arriver à un moment où vous allez devoir avoir des versions différentes de compilateurs sur des sets d'architecture différents, et vous aurez un problème. Il y a des moyens de temporiser ça, mais par exemple pour Beach Slap, c'est pas un problème parce qu'on n'a pas d'addition. Enfin, c'est un check que je fais dans Unity, donc vu que c'est un jeu Unity, j'utilise du burst. Burst, vous pouvez décider le set d'instructions que vous voulez avoir, et j'ai juste désactivé ce set d'instructions. Et le dernier point, c'est la librairie math. Donc ça va être votre librairie CMath en C++. Vous n'utilisez pas cette librairie parce qu'elle ne sera pas déterministe entre 2 implémentations différentes de cette librairie. Bon, j'ai tué la plupart d'entre vous, désolé. Mais en gros, l'idée, c'est vous allez implémenter votre propre librairie math. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire avec des lookup tables, c'est-à-dire vous mettez une grosse table avec toutes les différentes valeurs. Et quand vous allez checker la valeur qui vous intéresse, vous prenez la valeur dans le tableau qui est la plus proche. Et ça sera déterministe parce que c'est vous qui avez décidé des valeurs qui seraient dans la lookup table. Moi, ce que j'ai fait dans la première version de Splash Online, donc celle que j'avais présentée à la CPPCon, c'est que j'ai utilisé des nombres à virgule fixes. Et donc ça, c'est un type un peu particulier parce que vous choisissez un type de nombre entier. Donc ici, on va prendre par exemple un int 32. Et ce nombre, ici, moins 81 921, si je lui applique un exposant de 16 bits, c'est-à-dire que je shift vers la gauche ce nombre, en fait, il va ressembler à moins 1,2500152, 3 petits points, etc. En gros, l'idée, c'est de définir un nombre entier, de mettre la virgule à un certain point, une virgule qui est bien évidemment fixe, c'est dans la définition de ce type, et ça vous permet d'avoir des nombres à virgule, mais qui ne sont pas des floats, et donc qui vont être déterministes, parce que l'addition, la soustraction des nombres entiers, elle est déterministe, pour peu que vous ne fassiez pas du undefined behavior. Pour les opérations, pour les 4 opérations classiques, l'addition, la soustraction, c'est trivial. Parce que vous avez un nombre fois un exposant, et donc cet exposant, il se factorise correctement. Par contre, pour la multiplication et la division, vu que vous multipliez ou vous divisez les différents exposants, vous allez avoir le problème qu'il va falloir
remultiplié ou redivisé par l'exposant que vous avez ajouté ou supprimé. L'implémentation que j'avais, pour moi, la multiplication, c'est que je castais sur le type supérieur, je faisais mon shift, ma multiplication, puis ensuite je revenais au type précédent. En assembleur, le passer de int 32 à int 64, c'est une instruction qui a un de l'intent, c'est pas un problème, quoi. Par contre, ouais, la division de nombre entier, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est mieux que pas avoir de déterminisme. Et en fait, le fait de pouvoir choisir la précision de son nombre à virgule fixe, ça vous permet aussi de pouvoir compresser un nombre à virgule. Et ça va être très utile, par exemple, pour les inputs que vous allez envoyer sur le réseau. Donc moi, Splash Online, c'était un jeu, un twin stick, pas shoot, bon, si shooter quand même, un twin stick platformer shooter, où vous avez les deux sticks, donc les deux directions, donc deux vecteurs F, donc c'est 4 floats, un float, c'est 4 bytes, 4 x 4, 16 bytes. C'est pas forcément l'idéal. Mais il y a une particularité avec votre joystick, c'est que la valeur, elle est de -1 à 1. Alors qu'un nombre flottant, vous pouvez avoir plein de nombres supérieurs. Donc il y a une énorme quantité d'informations qu'on n'utilise pas, en fait, dans nos nombres flottants. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un nombre à virgule fixe sur 1 byte. C'est un non-sidecar, un int 8. Il y a un bit d'information pour positif, négatif, un bit d'information pour 0 et 1, et les 6 autres bits d'information sont là pour donner la précision pour les nombres qui sont derrière la virgule. Ça fait que d'un coup, on passe de 16 bytes à 4 bytes, ce qui est une bonne compression quand même, et puis les différents boutons, vous les mettez sur 1 byte, 5 bytes pour envoyer tous les inputs à une frame en particulier. Sauf que quand on envoie nos inputs, pour pouvoir aller le plus vite possible, j'aimerais bien pouvoir aller dans le détail de ça, mais le temps presse, vous allez envoyer tous les inputs qui vont de la frame actuelle à la dernière frame confirmée. Pourquoi? Parce que, en fait, en envoyant l'input, si le paquet se perd, vous savez qu'à la frame d'après, si le paquet y passe, vous allez donner 2 frames d'input gratuits. Donc ça envoie plus d'informations sur le réseau, mais ça évite d'envoyer 2 fois le même paquet si un paquet se perd. Si vous envoyez qu'un paquet à la fois, il se perd, l'autre il fait « Oh, j'ai pas reçu le paquet, tu peux me le renvoyer ?» Et ça prend énormément de temps. Alors que si vous envoyez juste plus d'input, au bout d'un moment, ils vont bien arriver, quoi. Pour Beach Slap, qui est un jeu un peu différent, j'ai utilisé une autre technique pour les inputs. Déjà, c'est un jeu qui est plus discret en termes de valeur qu'on a. Il y a 4 directions et vous avez 4 boutons. Et donc, ça pourrait être représenté comme en haut à gauche comme 4 boules. Ça entre dans un byte, c'est parfait. Mais j'aime bien essayer des petits trucs et toujours aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, si on regarde de nouveau ces inputs, à gauche, on a 5 états différents. Les 4 directions plus pas de direction. Et à droite, je fais la même assumption. En fait, un joueuse dans Beach Slap n'a pas intérêt d'appuyer sur 2 boutons en même temps. Donc je fais l'assumption que le joueur ou la joueuse va appuyer sur un seul bouton à la fois. Et si ce n'est pas le cas, je mets une priorité sur les boutons. Et au normalement, c'est la bonne valeur. Donc de nouveau, 5 états. 5 x 5, c'est 25 états. Avec 1 byte d'information, vous représentez 255 états différents. 25 états, vous avez besoin de 5 bits d'information pour les représenter. C'est-à-dire qu'il y a 3 bits d'information que je pourrais utiliser pour faire quelque chose. Alors en soi, si je m'arrêtais à là, vous dites, ouais, bon, de toute façon, tu envoies des bytes avec ta librairie au photon, donc tu es malin avec tes 5 bits. Tu peux essayer de les mettre tous les compresser, et ça c'est super chiant à faire en C# à la main. En C++, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, on n'est pas tout le temps en C++. En fait, j'utilise du run length encoding. Donc le run length encoding, c'est une technique qui existe dans beaucoup d'algorithmes de compression, ZIP, LZ4, etc. Et en gros, l'idée, c'est de dire, en fait, vous allez donner une valeur et vous dire combien de fois cette valeur est répétée, en gros. Donc, si on regarde cette ligne avec mes 5 inputs, les 2 premiers, il y a un bouton qui est appuyé, ensuite, il y a un autre, le bouton n'est pas appuyé, ensuite, 2 boutons sont appuyés. En fait, avec le run length encoding, les 3 bits d'information que j'ai me permettent de dire, entre 1 à 8, permet de me dire, OK, cet input, il est répété 2 fois, cet input, il est répété 1 fois, cet input est répété 2 fois. C'est-à-dire que les 3 bits d'information, je les utilise quand même, et ça me permet, si j'ai par exemple 10 fois le même input,
de passer de 10 bytes à 2 bytes. Pourquoi? Parce que les 10 premiers, je vais dire, le premier, il est 8 fois, parce que je peux pas, j'ai que 3 bits. Au bout d'un moment, je ne peux pas faire beaucoup plus. Donc le premier, il est répété 8 fois, et le deuxième est répété 2 fois. C'est 10 bytes qui devient 2 bytes. C'est 80% de réduction. Enfin, c'est très très fort, le run length encoding, si vous arrivez à mettre ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, c'est moi qui vais payer pour les inputs que j'envoie. Donc si j'arrive à bien les compresser, je suis content, quoi. Un autre point qui est important, c'est la synchronisation des parties, parce que vous avez déjà le délai sur le réseau. Donc, si on pouvait faire en sorte de ne pas rajouter plus de latence parce qu'un joueur commence une seconde plus tard. Donc, moi, ça m'était arrivé sur Beach Slap. Quand vous utilisez OnGui sur Unity la première fois, ça prend 0,8 secondes pour faire quoi que ce soit. Et ça bloque tout pendant 0,8 secondes. Sauf que moi, je l'utilisais exactement au moment où je commençais ma partie. Ça fait qu'il y avait un joueur qui était 800 millisecondes de décalage. Donc si on pouvait éviter de les rajouter, ce serait mieux. J'ai enlevé ce OnGui, bien sûr. Mais en gros, l'idée, c'est que vous voulez que tout le monde synchronise au même moment. Donc moi, le mécanisme que j'utilise, c'est un simple ping. En gros, chaque client va se connecter au master et juste faire un ping. C'est un paquet qui est vide parce qu'en gros, localement, on va stocker la valeur de temps au moment où on a envoyé le ping. On n'envoie qu'un paquet à la fois. Si au bout d'un moment, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas reçu de réponse, on renvoie un paquet, bien sûr. Et en gros, quand le master il va commencer le compte à rebours d'une partie, donc il y a un compte à rebours 7, 8, 9, 9, de nouveau je vais utiliser 1 byte d'information pour dire où j'en suis dans ce 7, 8, 9, 0, donc j'ai besoin de 3 bits d'information pour les nombres qui vont de 0 à 7, et les 5 autres bits d'information sont là pour la précision, pour ce qui est derrière la virgule. Donc j'envoie ce paquet-là, comme ça ensuite quand le client reçoit cette valeur-là, il peut commencer au bon moment. Je vous parlais du tick du master au début, ce que fait cette espèce de confirmation de frame. En gros, le master ou le serveur, ça dépend si vous allez avoir quelque chose de serveur autoratif ou un client qui est autoratif, va recevoir les inputs de tout le monde et il va checker, ok, est-ce que maintenant, par rapport à ma dernière frame confirmée, j'ai reçu des inputs de tous les autres joueurs de la frame suivante. Donc est-ce que ma dernière frame reçue, où j'ai reçu tous les inputs, est plus grande que ma dernière frame confirmée. Si c'est le cas, le serveur va avancer d'un tick dans sa copie confirmée des systèmes de jeu et va générer une valeur de confirmation qu'il va envoyer à tout le monde. On va aller dans le détail juste après. Et donc envoyer ça à tout le monde et va de nouveau checker est-ce que j'ai encore d'autres frames où j'ai reçu d'autres joueurs des paquets, etc. jusqu'à s'arrêter parce que maintenant je suis à la dernière frame confirmée, c'est celle où j'ai reçu de tout le monde. Les clients reçoivent ce paquet-là, donc c'est-à-dire voilà, le serveur il a confirmé les inputs de tout le monde, envoie une valeur de confirmation. Maintenant, le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir ce paquet, il va avancer sa copie confirmée de l'état du jeu d'un cran aussi et checker que la valeur est la même. On verra après ce qui se passe quand la valeur n'est pas la même. Mais là, pour l'instant, on est dans la partie optimiste. Qu'est-ce que c'est de cette valeur de confirmation? Une implémentation simple serait un bet checksum. Donc vous prenez tout l'état interne de votre jeu et vous additionnez tout ça dans un nombre. Un simple hash, en gros. L'implémentation que moi je préfère, ce serait quelque chose comme du Adler 32, qui n'est pas beaucoup plus complexe, en termes aussi, c'est une addition en soi aussi. Ce qui est intéressant avec le Adler 32, c'est que si vous faites quelque chose comme une simple addition, 1 plus 2 plus 1 ou 2 plus 1 plus 1, c'est la même chose. Sauf que l'état du jeu n'est pas le même. Et avec l'Adler 32, en fait, l'ordre dans lequel vous mettez les valeurs va avoir de l'importance parce que la valeur, elle est répartie dans les bits d'information du nombre. Tout ce blabla pour dire d'avoir de moins de collisions possibles. Une collision, c'est quand deux états internes différents donnent la même valeur, ce qui n'est pas l'idéal. Avec l'Adler 32, c'est une implémentation que je préfère, quoi. Et donc, vraiment, vous prenez tous vos systèmes qui doivent être déterministes, vous les balancez dans cette fonction calculer Adler d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la valeur n'est pas la même? Ça s'appelle un desync. Et ça, vous avez peut-être eu ça en jouant à des jeux qui avaient du déterministic lockstep, déterminist lockstep aussi. Desync, ça veut dire c'est la fin de la simulation. On arrête tout. C'est la fin de la partie. Il y a eu un bug. Il y a quelque chose qui ne joue pas parce que l'état n'est pas déterministe. C'est ça ce que veut dire ce desync. Parce qu'en fait, il y a un client qui a desync, qui a une valeur qui est différente. Je sais pas, vous avez un tricheur qui a décidé je vais changer l'état interne du jeu maintenant, haha. Ouais, ça c'est un desync parce que les autres ils n'ont pas la même modification, quoi. Et en fait, le joueur, le client qui desync, il doit dire à tout le monde, écoutez, là on a desync, quoi.
Parce que c'est ça le problème, c'est que le master, il va jamais desync parce que c'est lui qui crée la première valeur. Donc c'est obligé d'être répliqué après. Un autre moyen de le voir, le desync et surtout comment le débugger, ça va être que voilà, votre master, il a l'état du jeu qui est en vert, vous l'envoyez, et puis le client, il a l'état de jeu en rouge, quoi. Et le problème avec le desync, surtout si vous n'avez que cette valeur de confirmation, c'est que la seule information que vous avez, c'est la simulation n'est pas déterministe. Et donc pour débugger ce genre de problème avec succès, et ça prend du temps pour vraiment réussir à le faire correctement, va falloir déjà stocker la valeur de confirmation que vous aviez sur le serveur, parce que le serveur, lui, il a continué d'avancer, hein, lui, tout allait bien, donc il faut quand même la garder quelque part, cette valeur de confirmation, dans une table SQL, par exemple, ou je ne sais où, fichier JSON, en mémoire. Et ensuite, vous allez vouloir comparer ces valeurs-là qui sont sur le master avec le client qui a desync. Vous allez même vouloir aller plus loin selon, et c'est ce que je fais dans BitChlap, c'est que chacun des sous-systèmes de jeu a une valeur de confirmation qui est ensuite mis en une seule valeur à la fin, bien sûr, mais ça me permet, quand moi j'ai un desync quelque part, de pouvoir checker, ok, c'est dans le player character que j'ai un desync, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore dans le player character, modifier ça et ensuite espérer que tout aille bien. Un point qui est intéressant aussi avec cette valeur de confirmation, c'est quelque chose qui est très utile à faire quand vous faites un rollback. Parce que moi, ce qui est arrivé, par exemple, quand j'ai implémenté les bombes récemment dans BitChlap, c'est que j'ai oublié de faire le rollback sur le système des bombes. Et ça veut dire que sur mon setup à 2 écrans, qui joue 2 parties, visuellement, c'était pas la même chose. C'est bizarre, parce qu'il n'y a pas de desync qui est lancé. Oui, parce que la valeur confirmée, c'était la même. Par contre, la valeur actuelle, c'était pas la même, parce qu'il n'y avait pas eu de rollback qui était fait sur le système de bombes. Donc après, le décompte n'était pas le bon, et puis il y avait un problème. Et donc, vous pouvez faire un check de cette valeur de confirmation aussi quand vous faites un rollback, et de checker que votre rollback a été fait correctement. Donc il y a plein d'avantages à ça. Donc, en conclusion, si vous faites un jeu multijoueur en ligne qui est rapide et que vous voulez utiliser le rollback pour ça, donc pensez aussi à un jeu où il n'y a pas forcément 1500 milliards d'unités, d'avoir une simulation déterministe, on a pu voir quelques bribes de ça, une architecture qui est proche de l'ECS, de nouveau je ne suis pas un extrémiste, vous faites comme vous voulez, évitez juste d'avoir des pointeurs dans tous les sens et préférez des player managers que des script player caractères, et ayez des outils pour pouvoir débugger vos desyncs avec du checksum, avec toutes les informations qu'il faut, parce que je vous jure que vous allez perdre un temps fabuleux avec ce genre de problème. Voilà, ici vous avez les différentes références que j'ai utilisées pour mon talk, le répertoire de Splash Online qui est sur mon GitHub, et vous pouvez trouver les slides sur mon site eliasfarhan.ch/addon 2025. Vous pouvez wishlister BitChlap, dont vous avez vu un petit peu de gameplay quand on parlait de moteur physique. Vous pouvez me suivre sur Mastodon, Blue Sky, LinkedIn. Et je suis disponible pour du consulting ou de l'enseignement si vous voulez que je tabasse vos étudiants comme je viens de vous tabasser. Merci beaucoup. Donc je crois qu'on a un petit quart d'heure pour les 10 minutes pour les questions. Pour les questions, il faut juste avoir le micro devant. Oui, bonjour. Bonjour. Tu n'as pas parlé de la problématique, par exemple, d'avoir des inputs N+1 qui vont arriver avant tes inputs N. Tu considères que c'est géré par la couche réseau ou tu le gères toi-même? Tu peux le gérer dans le Rollback Input Manager, en fait. Vu que de toute façon, tu vas allouer assez d'inputs pour tout le monde, si tu reçois des inputs qui sont en avance sur toi, tu as juste à les mettre dans le Rollback Input Manager. Et ce qui fait, c'est quand toi, tu vas être à cette frame-là, que tu vas pouvoir prendre cette valeur. Donc, l'implémentation naïve, comme je l'ai montré, elle fonctionne aussi pour du N+1, justement quand tu as des problèmes de décalage. C'est juste que si tu as plus que N+1, tu as beaucoup plus, l'autre joueur, il semble super dynamique. Par contre, chez l'autre, tu vas être complètement décalé parce que toi, tu n'auras pas envoyé les inputs à temps. Et c'est pour ça que cette synchronisation des parties est super importante, quoi. Ok, merci. Merci pour ta question. Hello, merci pour la conf. Comment tu gères les effets visuels et sonores et surtout l'annulation d'un son qui a commencé à être joué, quelque chose comme ça, en cas de rollback? Pour les sons, ma règle, c'est si c'est un petit son, je laisse couler. Bon, voilà, il est parti. C'est quand c'est des sons qui sont plus longs que là. Il y a plein d'informations que tu dois cacher au niveau de ta partie view, parce qu'en fait,
tu vas souvent, déjà tu vas vouloir modifier que quand il y a une vraie modification, par exemple l'état de l'animation, etc. Et puis pour les sons, il faudrait avoir quelque chose de similaire. Donc tu as dit, ok, moi ce que j'ai, c'est j'ai une espèce de table de game event qui est générée avec une certaine frame en particulier, etc. Donc ça me permet de générer un identifiant pour un game event particulier, et je lis ce game identifiant avec un son. Et si d'un coup, cet event il a disparu, lui, il va être là, genre, attends, il y a un problème, quoi. Et donc là, je peux faire quelque chose pour le couper. Pour l'instant, j'ai jamais eu spécifiquement cette problématique parce que j'ai plein de petits sons, donc c'est pas très grave. Mais c'est clair que si je commence à avoir des trucs plus complexes dans Beach Lab, je vais devoir trouver des mécanismes. Et ça, c'est au niveau du view, quoi, qui doit un peu. C'est quelle information tu caches et comment tu les caches, sans forcément avoir peur de modifier aussi l'état interne du jeu pour faciliter le développement de la view, quoi. Dans le sens où l'état interne, oui, il ne sait pas que la view existe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de lui faciliter la vie, quoi. Merci pour la question. Bonjour. Bonjour. Et merci pour le réveil de multiples traumatismes que je pensais avoir. Je voulais savoir si tu avais des insights ou des conseils vis-à-vis de comment tester tout ça. C'est-à-dire que là, tu disais que tu testais déjà toi-même, mais est-ce que tu as des protocoles de test automatique, etc., pour essayer de choper notamment les désynchros quand elles arrivent et pas trop tard? C'est une très bonne question. Alors malheureusement, j'ai pas de 4 mains. Ça, c'est le truc qui est dommage. Quand on fait du jeu online multijoueur, on voudrait vraiment avoir une 3e main pour pouvoir tester le jeu de 2 personnes en même temps. Donc les premiers tests que j'avais fait, c'était l'un et l'autre qui s'érable. Donc il y a un joueur qui fait rien, enfin il y a un personnage jouable qui fait rien, puis l'autre qui fait pas. Là, ce que je suis en train de faire, c'est des bots. Et ça, c'est super pratique. Parce qu'en fait, ça fait que je vais avoir un client qui va avoir 7 personnages jouables d'un coup, qui vont faire n'importe quoi en soi. Si vous avez prévu de faire des personnages non jouables dans votre jeu, faites-les tout de suite. C'est comme ça, vous avez déjà de quoi pouvoir tester votre jeu. Mais ouais, ce serait ça. J'ai pas de test automatique spécifiquement pour ça parce que, en plus, moi, j'utilise Photon Real Time, donc tu dois passer par tout le patatras de te connecter. Je suis un peu trop old school pour ça, malheureusement. Je devrais me mettre à jour avec les tests automatiques, mais je suis encore une vieille classe de programmeurs qui implémentent le truc et puis bon, on teste à la main, puis c'est bon, ça marche. À peu près. Donc, mais ouais, c'est d'avoir des bots, c'est typiquement le truc. Même si votre jeu ne prévoit pas avoir de bots, faites-les quand même pour vous. Donc moi, ça va être des pingouins qui vont essayer de toujours faire des carrés. Dès qu'ils voient un autre pingouin, ils vont essayer de faire une baffe. Vous cassez pas trop la tête d'avoir un truc très très intelligent, mais quelque chose qui essaie un peu toutes les actions de votre jeu pour voir à quel point ça pète en ligne, quoi. D'autres questions? Sinon, je pense qu'on peut partir pour le déjeuner. Merci.